Bonsoir, spécial dialogue entre Congolais, présentation des vœux de la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en RDC aux auditrices et auditeurs des radios Okapi, Madame Bintou Keïta. Bonsoir et meilleurs vœux. Bonsoir, meilleurs vœux également aux auditeurs et aux auditrices. À la fin de cette émission spéciale de 55 minutes, vous aurez l'opportunité de présenter vos vœux à la RDC. Mais avant cela, vous avez accepté de répondre aux questions des auditrices auditeurs des radios Okapi. Et vous n'êtes pas seul dans ce studio puisque Monsieur le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement congolais, Patrick Mouyaya, vous accompagne dans ce studio. Monsieur le ministre, bonsoir et meilleurs vœux. Bonsoir Madame Kelly, bonsoir aux auditrices et auditeurs de Radio Okapi. Monsieur le ministre, vous avez accepté de répondre avec Madame Bintou aux questions des auditrices auditeurs des radios Okapi. Au nom de toute l'équipe des radios Okapi, au nom des auditrices auditeurs qui nous suivent en ce moment, nous vous remercions tous les deux pour cet exercice encore assez inédit de transparence et de dialogue avec les populations. Avant de donner justement la parole aux auditrices et auditeurs qui nous suivent en ce moment, un petit rappel du contexte. Le Conseil de sécurité de l'ONU a prolongé lundi 20 décembre d'une année le mandat de sa mission en RDC. Dans cette nouvelle résolution adoptée, le Conseil de sécurité demande à la MONUSCO de se retirer du Tanganyika d'ici la mi-2022 et de consolider sa présence en Ituri, au nord Kivu et au sud Kivu, les trois provinces où sévissent encore les groupes armés. Les casques bleus, dans leur nouveau mandat, se voient confier des priorités stratégiques, notamment d'assurer une protection efficace, rapide, dynamique et intégrée des civils menacés dans les provinces où elle est actuellement déployée. Rédigée par la France, la résolution 2612 du Conseil de sécurité, adoptée à l'unanimité des 15 membres du Conseil de sécurité. Vous êtes déjà très nombreux à poser vos questions à la chef de la MONUSCO et vous, auditeurs des radios Okapi, vous aurez la possibilité tout au long de cette émission de poser directement vos questions à nos deux invités avec nous dans ce studio. Sachez aussi que vous suivrez dans la deuxième partie et dernière partie de ce magazine les messages de vœux de la représentante du secrétaire général de l'ONU en RDC et du porte-parole du gouvernement, M. Patrick Mouyaya. Merci de nous suivre par ton RDC sur la fréquence FM. Et pour vous qui êtes à l'étranger, rejoignez-nous sur www.radiookapi.net ou encore sur Canal+, Channel 572. Bienvenue à tous dans votre magazine. Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions en appelant au 081 890 66 78 ou nous écrire par SMS au 081 051 57 78 et par mail, écrivez-nous à bec@radiookapi.net. Je l'ai dit dans mon introduction, l'émission de ce soir, la dernière de l'année 2021, se penche sur le renouvellement du mandat de la MONUSCO. Notre débat va se pencher sur 5 points de la résolution 2612, à savoir le plan de renforcement des forces de la MONUSCO dans la partie est de la RDC, le retrait de la MONUSCO des Kalemi dans la province du Tanganyika, le rôle que jouent les agences des Nations Unies dans les provinces où la MONUSCO a fermé ses bureaux, mais aussi la pérennisation des radios Okapi après le départ de la MONUSCO. Mais avant d'aborder tous ces aspects, Madame Bintou Keïta, samedi 25 décembre dernier, était un jour sombre pour les populations de Béni. Une bombe artisanale a explosé dans la soirée et a fait plusieurs morts et blessés. Votre réaction par rapport à ce terrorisme qui atteint des proportions inquiétantes dans cette zone? Il faut dire que c'est le 3e attentat pendant cette année 2021. Comment vous réagissez à cela? Comme je l'ai expliqué, c'est un attentat qui est terrible puisque dans cette période de fin d'année, je pense que tous les concitoyens et les concitoyennes s'attendaient à une période paisible. Donc c'est d'abord un choc de voir que les conditions dans lesquelles cette attaque s'est faite. Et bien évidemment, nous déplorons des morts, nous déplorons les blessés.
Mais nous savons aussi que les réactions pour s'occuper des blessés et de faire en sorte qu'on puisse avoir accès à l'information qui permette de détecter comment ça s'est passé pour pouvoir faire les enquêtes appropriées. La MONUSCO avec aussi ses différentes composantes de la police des Nations Unies, mais aussi les collègues qui s'occupent de tout ce qui concerne les engins non explosés ou les explosions, les engins qui détonnent, font leur travail aux côtés des autorités provinciales congolaises pour assurer qu'on puisse à la fin juger ceux qui ont perpétré cet attentat qui est absolument horrible. Donc mes condoléances à tous ceux et celles qui ont perdu des leurs et aussi un rétablissement le plus rapide possible dans les meilleures conditions possibles pour ceux qui ont été blessés et pour tous ceux qui sont sous le choc. Monsieur Patrick Mouyaya, vous êtes porte-parole du gouvernement congolais. Que sait-on de cet attentat du 25 décembre dernier dans la ville de Beni? Un attentat causé par les EDF, est-ce une mauvaise manipulation d'une grenade? Il y a plusieurs versions qui circulent au sein de l'opinion. Qu'est-ce qu'on en sait? Ce que nous savons, c'est qu'il y a un kamikaze qui s'est fait exploser vers le bar Inbox, pas loin du bar Ishango, qui est très connu de Beni. Et il s'est fait exploser lorsqu'il s'est fait intercepter par des vigiles qui avaient remarqué qu'il y avait des mouvements suspects. C'était le soir de Noël. Vous savez que la nativité, c'est une fête que nous célébrons beaucoup ici et les gens se retrouvent en famille. Le modus operandi qui rappelle ce qui s'est passé au mois de juin déjà, parce que vous vous souvenez qu'au mois de juin, il y a eu un kamikaze qui s'était fait exploser devant un bar, c'était lui-même. Ça nous pousse à croire que il s'agit bien d'une action terroriste des EDF, parce que le jour choisi, la méthode choisie, c'est des méthodes qui sont connues, et nous savons que dès le départ des opérations avec l'Ouganda, nous savions qu'il y aurait de représailles, qu'il y aurait des réactions. Dans le modus operandi des EDF, c'est toujours la population la cible, et nous pensons donc que ce sont les EDF qui sont derrière cet attentat. Revenons à la résolution 2612. Madame Bintou Keïta, dites-nous, qu'est-ce qui a motivé le Conseil de sécurité à renouveler d'une année le mandat de la MONUSCO? Tout d'abord, je pense que ce qui est important de savoir, c'est que le Conseil de sécurité, avec ses 15 membres, comme vous l'avez dit dans vos propos liminaires, examine la situation dans le pays, à la fois sur le plan politique, sur le plan sécuritaire, sur le plan des droits humains, sur le plan humanitaire et sur le plan aussi de la coopération sous-régionale et régionale. Et dans les évaluations qui ont été faites, ils ont très clairement compris qu'il y a encore besoin d'un accompagnement par la MONUSCO, par les Nations Unies, auprès de la République démocratique du Congo. C'est ce qui explique en fait le renouvellement du mandat le lundi dernier, donc le 20 décembre, pour encore une année jusqu'au 20 décembre 2022. Dans cette nouvelle résolution, ils ont mis l'accent sur différentes phases et vous les avez aussi prononcées, donc je ne vais pas embêter les auditeurs pour répéter ce que vous avez déjà dit, à savoir la protection des civils, la dégradation des groupes armés qui est l'autre médaille de la protection des civils, et de faire en sorte qu'on appuie les institutions qui participent de la gouvernance et de la sécurité, y compris la justice. Que répondez-vous à tous ces Congolais qui pensent que la MONUSCO a montré ses limites 20 ans durant, elle n'a pas réussi à rétablir la paix en RDC? Alors, c'est l'opinion, mais nous avons un avis contraire. Aussi, les 15 membres du Conseil de sécurité et aussi la République démocratique du Congo dans son gouvernement, puisque le fait que la mission soit en RDC procède de la décision aussi du pays hôte qui a demandé au Conseil de sécurité que j'ai briefé le 6 décembre dernier de prolonger le mandat de la MONUSCO pour continuer à accompagner le pays. Maintenant, en termes de bilan, c'est toujours très compliqué dans la mesure où différentes personnes, différentes institutions ont différentes appréciations de l'accompagnement que fait la mission MONUSCO et les Nations Unies d'une manière générale. Et pour ça, la grande question, c'est
si on regarde toutes ces années selon le mantra qui est ça fait 20 ans, ça fait 20 ans le pays n'était pas du tout dans cette situation où on n'a plus que 3 provinces, les 2 Kivu et l'Ituri, pour lesquelles l'insécurité continue de régner. On n'était pas dans cette situation il y a 20 ans en arrière. Donc il y a des progrès. Et le gouvernement aussi, dans la manière dont il travaille avec les Nations Unies et la MONUSCO, il y a aussi des progrès et il y a une meilleure coopération et collaboration. Monsieur le porte-parole du gouvernement va nous confirmer cela. Madame Bintou Keïta, Patrick Mouyaya, que pensez-vous du renouvellement du mandat de la MONUSCO? Je crois que c'est un renouvellement qui s'imposait au regard du contexte dans lequel le pays évolue. Madame Bintou l'a dit tout à l'heure, qu'il y a eu des progrès qui ont été faits en 20 ans, mais c'est tout à fait normal qu'il y ait du scepticisme du point de vue de la population, parce que la population, elle espère la paix, elle veut la paix, elle veut plus qu'il y ait des Congolais qui meurent d'aucune manière. Et très souvent, on a pensé que la présence de la MONUSCO devrait totalement régler des problèmes. Mais bon, ceci dit, nous, comme gouvernement, depuis l'arrivée du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi, l'idée ici est claire. La MONUSCO, c'est un assemblage de nos partenaires traditionnels, de pays avec lesquels nous avons des relations bilatérales qui sont toutes bonnes pour la plupart. L'idée, c'est de dire comment nous améliorons la collaboration, la coordination et mieux répondre aux défis communs finalement auxquels nous devons faire face. Principalement, c'est la sécurité dans des parties du pays qui sont bien circonscrites. Vous savez que dans un passé récent, il était difficile de collaborer avec la MONUSCO. Politiquement, il y avait un peu de soucis, mais je crois que de ce point de vue, il n'y a plus des appréhensions de ce genre et maintenant nous nous regardons en partenaire véritablement avec un chantier commun qui est d'abord celui de la paix, ensuite de la paix, voir comment commencer le travail de consolidation parce que finalement, c'est ce que le peuple attend et tant que le peuple n'aura pas vu ce résultat, on en voudra à la fois au gouvernement et à la MONUSCO et c'est tout à fait compréhensible. Certains Congolais demandent le départ de la MONUSCO. Quel est l'avis du gouvernement congolais sur ça? Je crois que sur les départs de la MONUSCO, tout le monde est d'accord, mais les départs doivent se faire de quelle manière et quand? Parce qu'il ne faut pas considérer la présence de la MONUSCO ici comme étant simplement le partenaire qui doit nous appuyer dans la sécurité pour la paix. Je crois qu'il y a beaucoup d'autres choses que la MONUSCO fait que les gens ne perçoivent peut-être pas, mais regardez le travail immense que vous faites ici au niveau de Radio Okapi, ça procède de ce qui est fait au niveau des Nations Unies. Et donc nous, au niveau du gouvernement, il y a un plan de retrait qui a été convenu, et ces choses doivent se faire de manière progressive au fur et à mesure que la nature de la menace s'estompe de manière progressive. Vous avez dit tout à l'heure que dans le Tanganyika, la MONUSCO devrait partir. On va recentrer les opérations dans les Kivu. Je crois que dans le Kasaï, il n'y a plus de MONUSCO. C'est déjà ça, le retrait qui a commencé et nous espérons que cela va se faire dans les meilleurs délais et nous espérons qu'entre-temps, nous, comme gouvernement, nous serons suffisamment outillés pour prendre le relais et assumer pleinement notre devoir. C'est ce qui est attendu de nous par nos populations. Alors, votre réponse nous permet d'aborder notre premier point de ce soir, renforcement des forces de la MONUSCO dans la partie est de la RDC. Le Conseil de sécurité demande à la MONUSCO de consolider sa présence en Ituri, au nord Kivu et au sud Kivu, les 3 provinces où sévissent encore les groupes armés. Comme je l'ai mentionné dans mon introduction, les auditeurs sont nombreux à vouloir participer à cette émission. C'est leur émission. Aujourd'hui, on va se rendre dans la province du Nord Kivu, plus précisément à Béni, pour prendre la question de cet auditeur sur cet aspect. Bonsoir, dialogue entre Congolais. Je suis Eli Kibwana, j'appelle depuis Béni. Alors, concernant le nouveau mandat de la MONUSCO, pouvez-vous nous clarifier comment le renforcement de la MONUSCO va se faire les prochains jours pour combattre les groupes armés encore actifs dans le secteur de Béni? Madame Bintou Keïta, comment le renforcement va se faire concrètement? Alors concrètement, c'est un renforcement qui a déjà commencé depuis 2 ans. Et si ce n'était la pandémie de Covid-19, nous aurions déjà les 4 groupes de réponse rapide qui sont de la Tanzanie, du Kenya, de la République sud-africaine et aussi du Népal, pour renforcer notre FIB, qui est la brigade d'intervention
rapide, basé donc à Béni et qui procède de travailler dans le Grand Nord et aussi maintenant à cause des mouvements de ADF dans le sud de l'Ituri et notamment du côté de Irumu est en train de se déployer. Donc ça c'est un premier aspect. Le deuxième aspect c'est que le Conseil de sécurité dit très clairement là où on n'a pas nécessairement des combats actifs des groupes armés, que ce soit la présence des groupes armés nationaux ou locaux et les groupes armés étrangers, il faut s'assurer que ce soit les contingents militaires de la MONUSCO ou que ce soit les unités de police constituées, que tout cela soit déployé et présent aussi bien en Ituri qu'au nord et au sud Kivu. Et c'est ce qui est déjà en train d'être fait, à l'exception, pour ce qui concerne Tanganyika, que nous allons continuer à avoir une présence militaire dans la partie de ce qu'on appelle le triangle de la mort, et qui est donc la zone de Bandera, etc. Parce que justement, ils nous disent, vous vous retirez à mi-année si toutes les conditions sont réunies pour vous retirer, mais assurez-vous qu'il n'y ait plus de combat actif dans ces zones. Monsieur le porte-parole, un commentaire sur le renforcement de la MONUSCO dans la partie est de la RDC où sévissent encore les groupes armés. Bon, il était plus que temps parce que finalement, lorsque nous regardons la nature de la menace, on a l'impression que la menace progresse davantage. Et lorsque les populations voient la MONUSCO, les populations ont toujours tendance à croire qu'ils sont là pour amener la paix. Et lorsque cela perdure, la population a tendance à en vouloir à la MONUSCO. C'est bien que le renforcement se décide parce que finalement, ces renforcements vont nous permettre d'avoir finalement, et j'espère que c'est déjà le cas, des véritables opérations et une collaboration stratégique. Je vous donne un exemple. Chaque fois que je discute avec les militaires, ils me disent, mais s'il n'y avait pas les dispositifs militaires de la MONUSCO à l'aéroport de Béni, on ne sait pas si le site serait sécurisé. Mais bon, la question, c'est pas seulement de sécuriser, par exemple, le site comme les aéroports. La question, c'est d'aller dans les profondeurs, parce que les groupes armés ici, Madame l'a dit tout à l'heure, les groupes armés étrangers, principalement le plus nocif, les ADF, c'est dans la forêt qui se trouvent. Et c'est dans la forêt qu'il faut aller les chercher. Et pour aller les chercher en forêt, je suis désolé, mais je crois que c'est aussi là l'une des facettes les plus complexes de cette guerre. Parce que les militaires qui viennent, les casques bleus qui viennent de pays comme le Népal et tout le reste, ils viennent nous appuyer, nous, gouvernement congolais, pour qu'on ramène la paix. Je crois que le devoir de défendre le territoire nous revient d'abord. Même si aujourd'hui la MONUSCO elle est là, elle est équipée, mais je crois qu'il faut des hommes qui soient en mesure de pénétrer dans les profondeurs pour aller faire ces combats. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a cette volonté commune de travailler. Je crois que nos généraux collaborent, même si du côté de l'armée, je dois dire sincèrement, qu'il y a parfois des appréhensions du fait, par exemple, pour la MONUSCO de dire nous devons protéger les civils et que parfois, lorsqu'une cible est identifiée et qu'il faut frapper sur la cible, on dit bon, il y a des civils qui sont derrière, il y a ceci, cela. Bon, tout ça, c'est des choses qui viennent un peu, comment dire, qui sont inhérentes à toute opération militaire complexe par rapport à la nature de la menace. Mais ici, l'idée du renforcement vient rencontrer une volonté politique forte en interne. Vous voyez qu'on a fait l'état de siège et nous espérons que très vite, au-delà de protocoles justement qui parfois peuvent retarder tel ou tel, les choses pourront davantage aller vite pour que nous puissions ramener la paix dans ces parties du pays. Alors vous parlez de collaboration entre la MONUSCO et le gouvernement congolais, les forces armées congolaises. Entre-temps, on sait que le gouvernement congolais a invité l'armée ougandaise sur son sol justement pour combattre ces EDF. Ça se passe comment? Je crois qu'il faut qu'on comprenne d'abord que les EDF, c'est un groupe terroriste reconnu par les États-Unis et plusieurs pays dans le monde. Et vous savez mieux que moi d'ailleurs que le terrorisme, c'est combat en coalition. Si vous allez dans les régions pour parler de ce qui se passe en Afrique, vous allez dans les bassins du lac Tchad avec Boko Haram, si vous allez dans le Sahel aujourd'hui, ou même, vous avez vu, les États-Unis sont à la tête d'une coalition mondiale de lutte contre Daesh. Et donc, pour nous, comme gouvernement de la République démocratique du Congo, au regard justement de la complexité de la situation, le président Tshisekedi a résolu d'utiliser toutes les facettes. Évidemment, il y a la partie diplomatique.
la partie diplomatique, qui implique que nous puissions dialoguer avec, par exemple, l'Ouganda, parce que les EDF, c'est un mouvement qui vient de l'Ouganda, c'est d'origine ougandaise. Et donc, il était de notre droit, comme gouvernement, de discuter avec les autres. Et comme c'est un cancer qui tend à se métastaser, il tue en RDC, il tue en Ouganda, nous avions, nous, les devoirs, en tant qu'État, de décider de mutualiser, au-delà des renseignements qui se faisaient déjà, des opérations de terrain pour aller traquer cette menace qui est terroriste. Alors, même si le mandat, peut-être que Madame le dira de manière détaillée, même si le mandat de la MONUSCO, c'est de collaborer avec l'armée congolaise, mais je crois que la MONUSCO, comme nous voulons tous la restauration de la paix, et qu'il y a des points opérationnels sur lesquels les trois états-majors, je dirais l'état-major de forces armées de la République démocratique du Congo de l'Ouganda sur la MONUSCO, doivent se mettre d'accord pour repartir les tâches parce que tous finalement ils combattent un ennemi commun. Madame Bintou, vous avez un commentaire à faire sur la présence de l'armée ougandaise aux côtés des FARDC? Alors, je tiens à rappeler que je me suis exprimée déjà plusieurs fois sur cette question, que, comme vient de le dire Monsieur le ministre, c'est une décision souveraine de l'État congolais d'avoir un partenariat bilatéral avec l'Ouganda. Donc nous respectons complètement cette décision souveraine. Et d'ailleurs, quand on lit la résolution très clairement parle de la souveraineté, de l'indépendance et de l'unité territoriale du Congo. Donc nous sommes des partenaires de la République démocratique du Congo, et dans ce contexte, notre souci, comme vient de le dire Monsieur le ministre, c'est de s'assurer que nous ayons une coordination tripartite qui nous permet tous d'être efficaces dans la mutualisation des efforts. Et je peux vous dire que ces efforts sont déjà en cours depuis un certain nombre de semaines, d'ailleurs dès le démarrage, entre le commandant de la force et la FARDC, et aussi avec l'UPDF, sachant que d'avoir avec Monsieur Dambélé, si je ne m'abuse, qui est responsable de cette coordination, toutes les discussions pour s'assurer que la planification, la programmation est faite d'une façon tripartite. Rendons-nous à Bunia, dans la province de l'Ituri, pour prendre cet autre auditeur qui a une question à poser à nos invités avec nous dans ce studio. Bonsoir Madame Bintou Keita. J'appelle depuis Bunia, à province de l'Ituri. Concrètement, à ce qui concerne l'Ituri, les renforcements de la MONUSCO vont consister en quoi? Puisque selon plusieurs mandats qui ont déjà eu lieu dans le cadre de la MONUSCO, on a toujours fait cette recommandation. Mais l'insécurité persiste. Madame Bintou. Alors très clairement, bonsoir d'abord à l'auditrice. Très clairement, la manière dont nous travaillons en appui à l'autorité congolaise et à la FARDC, c'est plusieurs aspects. Déjà, le gouvernement... Alors là, c'est sous le cas de Bunia, de l'Ituri, précisément. Oui, tout à fait. C'est là où je vais arriver. Le gouverneur de l'Ituri, lorsque l'état de siège a été mis en œuvre, a très clairement demandé à la MONUSCO de participer à la formation des troupes qui ont été déployées, des troupes congolaises qui ont été déployées de Kisangani à Bunia, en Ituri. Et également, ce que nous faisons, c'est que nous appuyons logistiquement les troupes congolaises, et nous appuyons aussi en termes d'intelligence qui sont données à la FARDC, et de la même manière les renseignements, voilà, j'ai l'intelligence, les renseignements, et nous aidons aussi avec tout ce qui est évacuation médicale, évacuation des blessés, et nous appuyons lorsque c'est décidé ensemble les opérations à partir de tout ce qui est artillerie et appui-feu. Un autre auditeur qui nous appelle d'Ouvira, dans le Sud Kivu. Je suis Maître Tchako Tchango Bonane Ebambe. Ma question est celle-ci. Nous venons d'apprendre qu'avec les nouveaux mandats, que la MONUSCO va renforcer ses troupes pour combattre les groupes armés ici à l'est de la RDC. Ma question est de savoir concrètement quel sera cet appui de la MONUSCO pour combattre les groupes armés dans la région d'Ouvira, Fizi et Mwenga. Cet appui se fera comment concrètement et ça va commencer quand? Et qu'est-ce qui va vraiment changer par rapport à ce qui se faisait auparavant dans le même sens?
Alors, c'est presque les mêmes questions qui reviennent. Madame Bintou Keïta, répondez quand même à cet auditeur d'Ouvira. Je pense que ça sera une continuité avec un changement. Et le changement majeur, je pense que ça a été dit tout à l'heure par Monsieur le ministre, c'est qu'il y a véritablement une meilleure coopération conjointe, planification conjointe entre la FRDC et la force onusienne. Et d'ailleurs, par rapport au plaidoyer que nous faisons en tant que MONUSCO, nous avons maintenant eu à déployer la force FRDC au Sud Kivu, mais aussi la police congolaise. Nous avons appuyé le transport des troupes congolaises et notamment de la police dans le Sud Kivu. Et ça, c'est le résultat de plaidoyer qui est fait pas seulement par la MONUSCO, mais par l'ensemble des partenaires qui accompagnent donc la République démocratique du Congo. Lorsque l'on demande qu'est-ce qui est fait concrètement, je crois qu'on oublie toujours de dire que les troupes qui sont déjà au Sud Kivu font de la protection des civils, au-delà de la question des batailles contre les groupes armés. Et nous avons des milliers et des milliers de personnes de la République démocratique du Congo qui sont entre guillemets gardés par la MONUSCO parce que la FRDC est aussi occupée à se battre avec les groupes étrangers. Et nous avons aussi malheureusement les tensions intercommunautaires avec les milices communautaires qui créent des dégâts. Et là, je pense que la demande est une demande pour que les communautés elles-mêmes regardent un petit peu leur contribution à l'apaisement aussi de ce qui se passe dans le Sud Kivu. Monsieur le porte-parole, il y a Francis Kera qui nous écrit depuis Ouvira qui vous pose à vous la question de savoir pourquoi on n'en a pas instauré l'état des sièges dans la province du Sud Kivu, alors que c'est aussi une province où les groupes armés sévissent, surtout dans les hauts plateaux. Je crois que l'instauration de l'état de siège est une mesure exceptionnelle qui requiert beaucoup de choses. Parce que par état de siège, vous avez par exemple les gouverneurs de province qui est militaire, son adjoint qui est policier, et tous les chaînons de l'administration sont occupés respectivement par des militaires et des policiers. Donc il fallait regarder là où la menace l'exigeait. Et nous avons estimé, le président de la République surtout, que dans le Nord Kivu et dans l'Ituri, parce que lorsqu'on parle de Beni et Irumu, c'est la région frontalière entre les deux, c'était les régions les plus menacées qui nécessitaient justement cette approche étroite en termes de sécurité. Mais la question sécuritaire du Sud Kivu est aussi suivie avec la même intensité. Je crois que les moments venus, si les conditions l'exigent, nous procéderons, pourquoi pas, le président de la République appréciera pour instaurer un état de siège à ce niveau-là. Mais l'idée, c'est de dire, nous avons d'abord identifié le point où la menace est plus grande pour que nous puissions régler les problèmes et puis nous allons voir comment renforcer justement les dispositifs sécuritaires qui est déjà en place dans le Sud Kivu pour permettre là-bas aussi de régler les problèmes sécuritaires. Un retrait de la MONUSCO de Kalemi dans la province du Tanganyika d'ici juin 2022. C'est le deuxième sous-thème de notre émission de ce soir, direction Kalemi, où nous sommes suivis sur la 103.0 pour écouter les préoccupations et questions des Kalémiens. Madame Bintou Keïta, bonsoir. Je vous appelle à partir de Kalemi, chef-lieu de la province du Tanganyika. Voici ma question. D'ici juin 2022, la MONUSCO va devoir se désengager de la province du Tanganyika. Mais entre-temps, la région qui couvre cette partie de la province, notamment la partie nord des territoires des Congolo, le nord du territoire de Nyunzu et le nord du territoire de Kalemi, est aujourd'hui dans une grande insécurité qui provoque le mouvement des populations et entraîne des conséquences humanitaires énormes, illustrées par des violations graves des droits de l'homme, je cite, entre autres, des violences faites aux femmes. Et maintenant, voici ma question. Comment la MONUSCO attend-elle accompagner les autorités provinciales à régler cette situation de manière durable avant son départ, surtout que cette partie de cette province est vraiment occupée par l'émergence des groupes armés Mai Mai Apanapale, Mai Mai Malaika et Mai Mai Yakotumba qui ont créé une administration parallèle dans cette partie de la province. Madame Bintou.
Très bien. Alors, juste pour répondre sur précisément le départ de Tanganyika à mi-juin 2022, très clairement, il y aura le défi sécuritaire qui reste dans les zones justement du triangle de la mort, comme a énoncé l'auditeur. Et nous avons très clairement avec l'autorité provinciale travaillé pour, disons, on a moins de 7 mois avant mi-22, pour travailler avec l'autorité provinciale, avec la société civile et avec les populations elles-mêmes déplacées dans justement la zone de Nyunzu, pour mettre en place ce qu'on appelle les déploiements temporaires de militaires pour assurer la sécurité, justement, y compris contre les Maïmaï à Panapalé, comme cela a été dit. On vient juste, je crois, le 24 décembre, le jour même, l'avant-veille de Noël, on a déployé une base à la demande des populations. Donc ça, c'est le genre de choses que nous pouvons faire, même lorsqu'il y aura le retrait de la MONUSCO à mi-22. S'il y a des besoins qui continuent d'être là en termes sécuritaires, nous aurons la possibilité de déployer de nouveau sur le Tanganyika pour régler ces questions auprès de l'autorité nationale et provinciale. Et ça, c'est contenu dans la résolution elle-même. Monsieur Patrick Mouillaya, on a aussi une réaction pour vous qui nous vient de Kalemi. Monsieur le ministre, bonsoir. D'ici 6 mois, la MONUSCO va partir de la province du Tanganyika. Voici ma question. Comment le gouvernement congolais compte protéger les acquis de la MONUSCO pour assurer de manière durable la sécurité et la protection des populations civiles du Tanganyika? Monsieur le ministre, comment le gouvernement congolais compte protéger les acquis de la MONUSCO? C'est pour ça qu'on parle de retrait progressif. Ça veut dire que la MONUSCO est en dialogue avec les gouvernements sur la question du Tanganyika spécifiquement. On regarde la nature de l'aménage. Je reviens encore dessus parce que c'est cela qui détermine les degrés d'engagement. Et à partir du moment où les deux parties conviennent qu'il y a de l'évolution de la situation sur terrain et que la MONUSCO doit se retirer, l'État s'organise à travers ses services, notamment l'armée et la police, pour voir dans quelle mesure l'armée et la police prendront le relais. Mais ici, comme l'a relevé Madame Bintou, il y a un fort besoin d'implication communautaire. Parce que finalement, les crises à l'est de la République sont exacerbées aussi par cela. Lorsque vous regardez, par exemple, la situation dans les Kivu, vous avez une centaine de groupes armés locaux. Ça veut dire que pour une portion de terre, pour le contrôle d'une rivière, il y a tous ces conflits qui viennent. Et nous pensons que la nature de ces conflits exacerbe justement la question de la sécurité. C'est pour ça que dans le plan, dans les dispositifs de retrait qui est en cours, il y a une composante importante qui est consacrée justement au dialogue intercommunautaire pour voir dans quelle mesure on impliquerait aussi les ressortissants de cette partie du pays à être des vecteurs et à contribuer au retour de la paix, au-delà de l'activisme qui est connu des Maïmaï et tout le reste. C'est pour ça que dans le cadre du programme des démobilisations et des désarmements, il y a la province du Tanganyika, étude des provinces qui est concernée, parce que nous pensons que là aussi il y a des besoins d'aller démobiliser ceux qui vont dans les groupes armés et voir comment le réinsérer dans la vie sociale à travers de projets communautaires. Le gouvernement a des moyens pour ça? Je crois que le gouvernement fera sa part, parce que de toute façon, nous-mêmes, nous avions décidé de lancer son programme et nous espérons que nos partenaires, justement, parce que dans le renouvellement du mandat de la MONUSCO, il y a un besoin aussi pour la MONUSCO de s'impliquer dans cette composante, parce qu'aujourd'hui, je vous donne un exemple, si il faut régler les problèmes à l'Est, on va combattre les ADF de toutes nos forces, mais pour les groupes armés, la question est un peu plus complexe, parce que ce sont nos enfants qui sont égarés. Ça veut dire autant on doit mettre la force lorsqu'elle est nécessaire, mais autant nous devons leur donner une possibilité de revenir à la vie sociale. Et la possibilité que nous avons, c'est cette fois-là, c'est le programme de démobilisation. C'est un programme qui sera différent des programmes précédents, parce qu'ici, nous ne voulons plus les récupérer, le refondre, le remettre dans l'armée, mais nous voulons le récupérer et le réintégrer dans la vie civile. Et donc, il y a un processus qui s'est mis en place. Je crois que d'ici 6 à 7 mois, nous connaîtrons beaucoup de progrès et nous pouvons espérer que tout le monde travaillera et contribuera au retour de la paix. Et pour ceux qui ont envie de réintégrer l'armée,
Bon, il y a un mécanisme qui se fera au cas par cas, mais vous savez, l'armée, c'est pas je suis désolé, l'armée, c'est pas une poubelle, entre guillemets, de ceux qui sont allés s'hasarder dans les armes et qui doivent y revenir. Il y a un processus qui sera fait, mais le principe du programme de DDR s'est mis en place et de le ramener à la vie civile. Quitte à voir s'ils peuvent réintégrer l'armée, alors ils devront répondre aux conditions requises pour faire partie de l'armée, mais la réintégration de l'armée ne se fera pas automatiquement, pas du tout. La MONUSCO a fermé ses bureaux dans plusieurs provinces de la RDC dans lesquelles elle estime avoir atteint ses objectifs. Les agences des Nations Unies vont prendre la relève ou ont déjà pris la relève. Madame Bintou Keïta, quel rôle jouent ces agences et dans quel domaine précisément? Alors vous savez, les Nations Unies, c'est une famille très complexe. Les agences, fonds et programmes font partie de la famille des Nations Unies. Et eux, ils sont déjà sur le territoire national, avant même le déploiement d'une mission de maintien de la paix, et continueront d'être présents, et même lorsque la MONUSCO partira. Donc très clairement, ils ont des programmes qui sont les leurs, que ce soit dans le domaine de l'enfance, dans le domaine de la planification familiale, dans le domaine du développement, dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de l'appui à ce qu'on appelle l'autonomisation des femmes, participation, représentation, etc. Et aussi dans le domaine de la protection de l'enfance. Donc c'est multi-varié ce que les agences fonds et programmes font. Et dans les Kasaï où on s'est déjà retiré, ils sont là, ils travaillent et ils continuent de bénéficier d'une expertise et d'un accompagnement de la MONUSCO parce que dans les domaines de la justice, que ce soit la justice militaire, la justice civile, que ce soit la justice transitionnelle, que ce soit l'enlèvement de la possibilité de la continuation du recrutement des enfants dans les groupes armés, notamment ceux qui sont combattus à l'est du pays, mais aussi tout ce qui concerne la lutte contre les violences et les violences sexuelles, les violences basées sur le genre. Les agences fonds et programmes travaillent dans tous ces domaines. Et ils travaillent aussi dans le domaine humanitaire. Et là, le pays, malheureusement, vient dans une conflagration de priorités identifiées au niveau mondial, qui fait que même lorsque les besoins humanitaires sont criants pour la République démocratique du Congo, les financements n'arrivent pas nécessairement à la hauteur où ils devraient arriver. Donc nous devons continuer à nous battre tous ensemble, que ce soit la MONUSCO ou les agences fonds et programmes et le gouvernement et les partenaires donateurs, de manière à ce que les ressources soient disponibles pour qu'ils puissent continuer à faire leurs programmes réguliers, tels que les mandats qu'ils ont à partir de leur conseil d'administration. Mais l'intéressant, c'est que dans ce nouveau mandat, le Conseil de sécurité dit très clairement qu'il faut s'assurer que lorsque les agences font du travail qui pourrait être fait par la MONUSCO et que la MONUSCO est en train graduellement, de façon responsable, de se retirer, il faut que les donateurs continuent d'accompagner les agences fonds et programmes pour qu'ils puissent monter à l'échelle dans les programmes qu'ils mettent en place, et notamment entre ce qu'on appelle le triple nexus entre la sécurité, le développement et la réponse humanitaire. Et même la réponse humanitaire, il y a des réflexions depuis plus de 15 ans maintenant sur comment la faire évoluer pour que ce ne soit pas juste toujours de donner, mais de faire en sorte qu'on puisse aller vers de la réhabilitation, du recouvrement et le développement. Et je pense que c'est ce que l'on peut souhaiter, puisqu'on est donc justement dans la période des vœux, de mieux au pays, c'est que les agences puissent travailler sur le développement en réduisant les besoins humanitaires, parce que le développement et les objectifs durables du développement seront mis en place à travers les 17 objectifs qui existent dans ce... Monsieur le porte-parole, comment sont les rapports entre le gouvernement congolais et les agences des Nations Unies en RDC, parce que beaucoup de Congolais estiment que ces agences prennent la place du gouvernement dans beaucoup de domaines humanitaires, développement,
Comment vous répondez? Écoutez, malheureusement, c'est là dû au fait du contexte du pays et les agences interviennent et ils travaillent en collaboration avec le gouvernement. Mais je crois qu'ici, pour ce qui me concerne, particulièrement dans mon domaine, je pense qu'il y a un besoin de mieux coordonner. C'est-à-dire, lorsque survient, par exemple, une situation sur le terrain, c'est les HCR parfois qui peut prendre le devant pour dire bon voilà, il y a tel nombre de réfugiés et c'est peut-être pas le ministère de l'Intérieur et parfois on a l'impression que bon les agences prennent le devant, mais les agences ils viennent en collaboration. Je crois qu'il y a des accords qui permettent à ces agences de s'établir et de commencer à opérer. Donc il y a un besoin d'appui justement aux structures gouvernementales, au gouvernement pour voir dans quelle mesure on essaie de régler des problèmes, mais je crois qu'il y a aussi un besoin de mieux coordonner et de mieux communiquer, parce que parfois, lorsque ce sont ces agences, je l'ai remarqué par exemple quand il y avait la situation du Nyiragongo, il y avait des enfants qui étaient perdus. Et donc, en ce moment-là, l'UNICEF avait disposé de plus d'éléments à un moment-là que le gouvernorat de province. Donc il y avait un besoin, par exemple, pour l'UNICEF de nous verser ces éléments dans un basket, disons un panier qu'on a créé pour que nous puissions nous être en mesure de l'endosser en même temps qu'eux, pour être sûr que, par exemple, lorsque une agence communique sur un point A, que nous aussi, gouvernement, nous soyons en mesure pas seulement de recouper à notre niveau, mais d'être sûr que nous travaillons dans la même synergie. On donnerait pas l'impression de travailler un peu de manière concurrente comme c'est parfois le cas, mais plutôt de manière complémentaire. Et je pense que le rôle des agences ici est un rôle qui est très appréciable parce que ils interviennent dans plusieurs coins où le gouvernement n'est pas toujours en mesure d'intervenir rapidement. Et c'est dû à quoi? Mais malheureusement, cher Kelly, c'est dû à l'héritage. Malheureusement, ce pays, nous ne l'avons pas assez construit. Malheureusement, les 3 ou les 4 dernières décennies, nous nous sommes occupés à autre chose et pas sur les questions prioritaires. C'est pourquoi la volonté du gouvernement dirigé par le ministre Samalou Condé est très claire. Nous voulons aujourd'hui, vous avez vu que nous avons fait des progrès énormes pour ce qui concerne la mobilisation de recettes. Il suffit pas, mais il faut que nous soyons en mesure de porter les développements à la base. Le président de la République n'arrête pas de parler du programme de 145 territoires parce que pour la première fois, nous voulons être sûrs que chaque dollar dépensé va aller au sens du bénéfice des populations. Et c'est ce dont nos populations ont besoin. Et pour ce qui nous concerne, comme gouvernement, nous ferons de notre mieux pour améliorer les recettes et à travers ces recettes, voir dans quelle mesure on investit pour les besoins sociaux de base et voir dans quelle mesure on commence finalement le travail du développement à partir de nos provinces. Le jour où nous aurons des provinces équipées, le jour où nous serons en mesure toutes nos provinces de produire, de donner de l'emploi, nous aurons moins besoin des agences du système des Nations Unies. On va prendre à ce sujet 2 auditeurs qui nous appellent depuis la province du Congo central et de Mbandaka et de l'Équateur. Voilà. Bonsoir, monsieur le ministre. J'appelle depuis Matadi dans la province du Congo central. Faut-il que les agents de l'ONU en RDC prennent les tâches de la MONUSCO là où cette mission n'a plus de bureau, ou bien le moment est vraiment venu pour que l'État congolais s'assume seul dans tous les besoins de la nation? Monsieur le ministre. Mais il y a un besoin clair pour le gouvernement de s'assumer dans tous les secteurs de la nation. Mais je crois que les agences des Nations Unies ont une mission précise qui est distincte et différente de celle de la MONUSCO. Ça veut dire, avant la MONUSCO, elles étaient là, après la MONUSCO, elles seront là. Mais l'idée, c'est simplement de nous dire, nous, comme gouvernement, et nous le prenons comme une interpellation, c'est nous qui devons être au premier plan pour donner la réponse aux problèmes de population. Et malheureusement, je ne veux pas rappeler la part de l'héritage, mais nous sommes conscients que dans l'avenir, les choses doivent se faire différemment et c'est sur quoi nous nous attelons. Donc, pour le moment, la MONUSCO n'est plus, là où la MONUSCO n'est plus, les agents sont plus le relais, les services de province et du gouvernement le sont aussi, même s'ils ne sont pas toujours au même niveau. Mais l'idée ici, c'est de dire que nous allons commencer une marche vertueuse qui nous permettra à terme de prendre en charge tout ce que nous devons faire comme gouvernement pour régler les problèmes de nos populations à la base. On va prendre cet autre auditeur qui nous appelle depuis Mbandaka. Fabien Munguza, président du cadre de concertation provinciale de la société civile de l'Équateur. Madame Bintou Keïta, le nouveau mandat de la MONUSCO prévoit que les tâches qui lui étaient dévolues soient transférées aux agences pays du système des Nations Unies. Nous voudrions savoir à l'Équateur où la MONUSCO
a quitté depuis très longtemps, l'Équateur va aussi être concerné. Si oui, comment cela va-t-il se faire concrètement? Merci beaucoup pour votre question. Comme vous l'avez dit, la MONUSCO a quitté depuis très longtemps l'Équateur et c'est aux agences, fonds et programmes et en priorité à l'autorité nationale et provinciale de prendre la relève. Donc le ministre vient juste de répondre à cette question en termes de souhaits sur comment faire évoluer la situation de prise en charge par le pays lui-même, par la nation. Et je pense que c'est dans cette direction qu'il faut aller, parce que très clairement, le Conseil de sécurité, dans la situation qu'il a examinée, n'a pas examiné la situation de l'Équateur, a examiné la situation des deux Kivu et de l'Ituri, et aussi parle de Tanganyika. Donc c'est sur ça que nous sommes en train de nous focaliser. Il y a bien sûr de l'accompagnement de la MONUSCO au niveau national, lorsqu'il s'agit de politique, lorsqu'il s'agit d'accompagnement par exemple du prochain processus électoral à travers les bons offices, etc. Et lorsque nous appuyons par exemple les réformes que le gouvernement a mis en place, en tout cas au 26 avril dernier, avec son programme notamment sur la réforme des secteurs de sécurité ou l'accompagnement du PDDRCS que tout le monde connaît. Donc là, c'est au niveau national. Mais pour les efforts particuliers, c'est essentiellement les deux provinces de Kivu et l'Ituri et puis Tanganyika dans les prochains mois. Dernier sous-point de notre débat de ce soir, avant de passer à la deuxième et dernière partie de notre magazine Pérennisation de Radio Okapi. Le Conseil de sécurité de l'ONU apprécie le rôle que joue Radio Okapi pour fournir des informations à la population congolaise, notamment aux communautés locales, tout en faisant connaître et comprendre davantage le mandat, les activités de la mission et demande instamment à la MONUSCO et aux partenaires concernés d'envisager les formules possibles afin d'accompagner le programme de Radio Okapi dans le contexte de la transition de la MONUSCO en des termes clairs et simples pour une bonne compréhension pour nos auditeurs. Madame Bintou, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que lorsque la MONUSCO se retirera de la République démocratique du Congo à un moment donné, Radio Okapi devra rester dans le paysage audio-visuel et audio du pays. Et pour ça, on a déjà commencé en fait à travailler sur une transition de Radio Okapi. Très clairement, le 20 novembre dernier, il y a maintenant un enfant de Radio Okapi qui s'appelle Bana Okapi, et ça c'est un effort entre l'UNICEF, l'UNOPS et la MONUSCO pour faire en sorte qu'on puisse décliner avec des modèles d'affaires ou de financement différents une continuité en fonction des besoins spécifiques. Et là, les jeunes, les enfants et les jeunes bénéficient de Radio Okapi, Bana Okapi maintenant. Mais pour nous, d'ici que nous puissions nous retirer dans quelques années, il faudrait s'assurer que pas comme toutes les autres missions de maintien de la paix, on n'ait plus du tout de radio qui communique avec aussi les radios communautaires et qui fait partie de la courroie de transmission de l'information et aussi appelle les voix des citoyens et des citoyennes pour remonter aussi vers le niveau central. Donc nous appelons, comme le dit aussi le Conseil très sagement, il faut s'assurer qu'on ait un vrai modèle, business model, je ne sais pas comment on le dit en français, mais peut-être le ministre va le dire, business model qui permettra de faire en sorte que Radio Okapi ou sous un autre nom puisse continuer à servir la nation congolaise. Monsieur le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, votre avis sur ce que pense le Conseil de sécurité concernant Radio Okapi? Mais personnellement, je suis intéressé, moi, à reprendre Radio Okapi, disons, ou à subventionner Radio Okapi, parce que la mission, le rôle que vous assumez est un rôle essentiel, parce que vous voyez que nous vivons dans un monde où il y a beaucoup de manipulations,
où il y a beaucoup aujourd'hui avec l'émergence des fake news, toutes les choses mauvaises surtout sont dites sur la MONUSCO, sur le gouvernement, et qui a un besoin d'avoir un média puissant qui soit en mesure de porter la bonne information. Mais bien évidemment, si moi, gouvernement, je dois subventionner Radio Kapi, il y aura sûrement un recentrage d'un certain nombre de programmes. Parce que bon, au-delà du fait qu'il y a c'est que vous faites habituellement, mais je crois qu'il y a un besoin étroit d'encadrement des populations, de les suivre pour, par exemple, davantage de programmes sur l'éducation civique. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut envisager carrément de programmes pour lutter contre les fake news. Ça veut dire qu'aujourd'hui, regardez ce qui s'est passé dans le Nord Kivu la semaine dernière. On a vu des policiers rwandais qui sont jamais arrivés, la ville a été paralysée, et il y a des gens qui sont morts. Vous voyez, c'est que ça peut représenter comme dégâts lorsque la bonne information n'arrive pas. Et il serait souhaitable, en tout cas, j'en discuterai avec le Premier ministre à le moment venu, si nous sommes toujours là, de voir la possibilité pour nous, pourquoi pas, d'intervenir dans les business models qui se fera. Bien évidemment, ce sera peut-être pas comme la RTNC, mais ce sera une contribution pour permettre à une station qui joue un rôle éminemment social de continuer à les jouer pour un meilleur encadrement de nos populations, parce que la couverture que vous avez à travers le pays, je crois qu'aucun média n'est là. C'est pour ça qu'il est important, de mon point de vue, de voir comment nous recentrer sur un certain nombre d'objectifs qui sont les nôtres. Par exemple, l'accompagnement du travail stratégique qui est fait pour mettre fin aux groupes armés, pour mettre fin aux groupes qui écument l'est de notre territoire. Vous parliez tout à l'heure de ce qui se passe par exemple dans le Tanganyika. Je crois qu'il y a un besoin puissant de partir avec des émissions spécifiques, ouvrir un dialogue au niveau des communautés pour que cela soit mieux compris et pour que nous tous finalement s'inscrivent dans la démarche qui nous amène tous vers la paix. Deux dernières réactions pour clore cette première partie de notre magazine. On va prendre ces auditeurs qui nous appellent de Kananga et Kinshasa. Bonsoir, monsieur le ministre. J'appelle de Kananga au Kasaï central. Monsieur le ministre, que pensez-vous de ce souhait de l'ONU de voir la radio Okapi continuer d'exister, même après le retrait de la MONUSCO de la RDC? Bon, je crois que vous avez répondu à la question. Faites plaisir quand même à l'auditeur, placez un mot. Non, mais de toute façon, pour moi, je pense que la radio Kapi est un outil qui doit demeurer en République démocratique du Congo par rapport d'abord à l'histoire, tout ce que vous représentez depuis toutes ces années que vous couvrez. Vous êtes une forme de mémoire et qui a un besoin, justement pour un pays comme la RDC où on a besoin de remettre la population au travail, de remettre la population à le vouloir vivre ensemble. Je crois qu'il y a des créneaux qui peuvent être montés au Radio Kapi pour être maintenant au départ de la MONUSCO, cet outil qui permettra la consolidation de rapports entre les populations et le reste. Je crois que Radio Kapi doit rester et la forme et tout le reste doit faire l'objet d'une bonne discussion au niveau du gouvernement. On va prendre cet auditeur de Kinshasa. Bonsoir aux invités des dialogues entre Congolais. Je vous appelle depuis Kinshasa. Ma préoccupation concerne le sort de la radio Okapi après le départ de la MONUSCO, quand on sait que le tout nouveau mandat de la MONUSCO souhaite que Radio Okapi existe même après le départ de la MONUSCO. Mais la question qui se pose est celle de savoir comment cela va-t-il se faire. Pouvons-nous à ce stade considérer que Radio Okapi ne fermera pas au même moment que la MONUSCO? Madame Bintou. Alors, je crois que c'est important de rappeler aux auditeurs que la MONUSCO n'est pas en train de fermer demain ou après-demain. Et donc, nous avons du travail à faire maintenant, et avec l'autorité nationale, et avec les partenaires et les agences fonds et programmes du système des Nations Unies, afin de voir quelle sera la meilleure articulation d'une continuation du travail qui est fait par Radio Okapi. Donc je pense que c'est le message clé à faire passer. Pour un meilleur encadrement de nos populations, parce que la couverture que vous avez à travers le pays, je crois qu'aucun média n'est là. C'est pour ça qu'il est important, de mon point de vue, de voir comment nous recentrer sur un certain nombre d'objectifs qui sont les nôtres. Par exemple, l'accompagnement du travail stratégique qui est fait pour mettre fin aux groupes armés, pour mettre fin aux groupes qui écument l'est de notre territoire. Vous parliez tout à l'heure de ce qui se passe par exemple dans le Tanganyika. Je crois qu'il y a un besoin puissant de partir avec des émissions spécifiques, ouvrir un dialogue au niveau des communautés pour que cela soit mieux compris et pour que nous tous finalement s'inscrivent dans la démarche qui nous amène tous vers la paix.
Deux dernières réactions pour clore cette première partie de notre magazine. On va prendre ces auditeurs qui nous appellent de Kananga et Kinshasa. Bonsoir, monsieur le ministre. J'appelle de Kananga au Kasaï central. Monsieur le ministre, que pensez-vous de ce souhait de l'ONU de voir la radio Okapi continuer d'exister, même après le retrait de la MONUSCO de la RDC? Bon, je crois que vous avez répondu à la question. Faites plaisir quand même à l'auditeur, placez un mot. Non, mais de toute façon, pour moi, je pense que la radio Okapi est un outil qui doit demeurer en République démocratique du Congo par rapport d'abord à l'histoire, tout ce que vous représentez depuis toutes ces années que vous couvrez, vous êtes une forme de mémoire et qui a un besoin, justement pour un pays comme la RDC où on a besoin de remettre la population au travail, de remettre la population à le vouloir vivre ensemble. Je crois qu'il y a des créneaux qui peuvent être montés au Radio Okapi pour être maintenant au départ de la MONUSCO cet outil qui permettra la consolidation de rapports entre les populations et le reste. Je crois que Radio Okapi doit rester et la forme et tout le reste doit faire l'objet d'une bonne discussion au niveau du gouvernement. On va prendre cet auditeur de Kinshasa. Bonsoir aux invités des dialogues entre Congolais. Je vous appelle depuis Kinshasa. Ma préoccupation concerne le sort de la radio Okapi après le départ de la MONUSCO, quand on sait que le tout nouveau mandat de la MONUSCO souhaite que Radio Okapi existe même après le départ de la MONUSCO. Mais la question qui se pose est celle de savoir comment cela va-t-il se faire. Pouvons-nous à ce stade considérer que Radio Okapi ne fermera pas au même moment que la MONUSCO? Madame Bintou. Alors, je crois que c'est important de rappeler aux auditeurs que la MONUSCO n'est pas en train de fermer demain ou après-demain. Et donc, nous avons du travail à faire maintenant, et avec l'autorité nationale, et avec les partenaires et les agences fonds et programmes du système des Nations Unies, afin de voir quelle sera la meilleure articulation d'une continuation du travail qui est fait par Radio Okapi. Donc je pense que c'est le message clé à faire passer. Personne n'est dans une logique de fermeture demain ou après-demain. Merci Madame Bintou Keïta. Deuxième et dernière partie de notre magazine Place aux vœux. Comme on l'a dit dans notre introduction, c'est un spécial dialogue entre Congolais. Présentation des vœux, nos vœux le meilleur d'abord pour 2022 à vous, chers auditrices et auditeurs qui avez cheminé avec nous tout au long de l'année 2021. Alors je commence par Monsieur le ministre, porte-parole du gouvernement congolais. Vous avez la parole pour présenter vos vœux à ces nombreux auditeurs qui nous suivent à travers le pays et le monde. Alors, je porte la parole du gouvernement. Je veux porter les vœux du gouvernement parce que, bon, bien évidemment, nous attendons tous les discours du 31 octobre du président de la République. Mais le souhait, c'est des vœux les meilleurs, de paix, de santé, de prospérité, d'élévation et de tout ce que vous pouvez bien imaginer parce que nous souhaitons que le peuple congolais soit le peuple le plus heureux du monde et nous souhaitons cela pour 2022 et pour cela nous devons y travailler et y travailler ensemble. Vous savez Madame Kelly, cette année nous avons connu beaucoup de situations qui étaient difficiles, mais je crois qu'en même temps nous avons fait montre de notre capacité de résilience. Et c'est sur cette résilience que nous devons commencer l'année 2022, de savoir que les défis qui s'imposent à nous aujourd'hui ne sont là que pour nous permettre de devenir plus forts et plus résistants. C'est pour ça que je souhaite beaucoup de force et beaucoup de bénédictions à toutes les populations congolaises qui nous suivent. Merci, Monsieur le ministre Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement congolais. Terminons cette émission avec vous, Madame Bintou Keïta, représentante du secrétaire général de l'ONU en RDC. Quel message pour ces Congolais qui ne demandent que la paix dans leur pays? Très clairement, au nom des Nations Unies, puisque je représente le secrétaire général dans ce pays et toute l'équipe de la MONUSCO, je souhaite très sincèrement présenter mes meilleurs vœux à tous les auditeurs et les auditrices pour une paix qui soit d'abord la paix des cœurs, pour que la paix puisse s'installer, puisque si on n'est pas dans la paix en soi, c'est très difficile de faire le reste du chemin. Les armes ne se tairont que lorsque les cœurs seront en paix et qu'on puisse avoir cette réconciliation nationale
cette réconciliation entre toutes les communautés et la population, et qu'on puisse aussi véritablement avoir un cheminement qui est celle de dire ce que vous avez dans l'hymne du pays, qui est un magnifique hymne qui dit « Debout Congolais ». Alors moi je dirais « Debout Congolais »,« Debout Congolaise », parce que vous avez un magnifique pays et nous ne pouvons que souhaiter que la paix, la consolidation de la paix et que le développement prenne enfin sa place avec la bonne volonté de tous et de toutes, et que nous, Nations Unies, MONUSCO, nous serons là pour accompagner le pays afin que ces vœux puissent se matérialiser l'année prochaine en 2022. Merci Madame Bintou Keïta, Monsieur Patrick Moulaya, merci d'avoir répondu à notre invitation spéciale. Alors votre Congolais, c'est fini pour ce soir. La grande équipe de ce magazine, Donna Madimba, Guy Maté, Martin Seboujangwe, Suzanne Zobo, Alex Essome, Étienne Rougerie, vous souhaite amour, paix et bonheur pour 2022. On se retrouve l'année prochaine si Dieu le veut. Merci également à Dieudonné Nyangasa et Paul Badianyama